might think you know this story, but the real history, the darkest confession, has remained hidden until now. Je m'appelle Camille. Quand j'avais 14 ans, j'étais, comment dire, un sketch ambulant. J'avais des cheveux courts qui refusaient obstinément de pousser, comme s'ils avaient signé un contrat contre moi. Un visage pâle, couvert de boutons, et un corps si mince qu'on m'appelait parfois le squelette, avec humour bien sûr. Leur humour. À l'école, ma confiance en moi était aussi fragile qu'un verre en cristal. Je regardais les autres adolescentes, maquillées, bien habillées, mignonnes, populaires. Elles avaient des amis, des rires, et presque toutes un petit ami. Moi, j'étais le vilain petit cygne, version adolescente, invisible pour les garçons, toléré par les filles. J'avais quand même une vraie amie, une seule. Elle s'appelait Léa. Elle me comprenait sans parler, et c'était déjà énorme. Et puis, il y avait F. Enfin, Florian. Mon voisin, mon ami d'enfance, mon amour secret. Moi, je l'aimais. Lui, il m'aimait bien, comme une amie. Je faisais tout pour me rapprocher de lui. Je lui offrais des cadeaux, je lui payais des sandwichs, je lui envoyais des vidéos idiotes pour le faire rire. Notre relation n'a jamais évolué. Jamais. Et moi, je faisais semblant que ça allait, alors que j'étais triste, pleine de complexes, avec cette sensation horrible de ne jamais être assez. Et comme si la vie trouvait que ce n'était pas suffisant, une nouvelle fille est arrivée à l'école. Elle s'appelait Inès. Belle, trop belle. Un corps attirant, avec des formes qu'on n'avait pas à cet âge-là. Elle attirait tout. Les regards, les amitiés, l'admiration. Les filles voulaient lui ressembler. Les garçons voulaient lui parler. Même les professeurs semblaient plus gentils avec elle. Mais Inès avait un talent particulier. Elle savait être cruelle. Et parmi toutes les personnes possibles, elle m'a choisi, moi, comme cible officielle de son ego malade. Moqueries déguisées en blagues, regards méprisants, petites humiliations bien placées. On aurait dit qu'elle était venue au monde avec une mission très précise, rendre mon adolescence encore plus misérable. Et le pire, elle réussissait très bien. Elle savait exactement comment me faire sentir minuscule. Et Florian? Bien sûr, il la regardait avec admiration. Elle utilisait son regard pour me piquer, pour rire de moi avec lui. J'ai cessé d'aller à l'école avec Florian. On ne parlait plus. La solitude m'a avalée. À cette époque, Facebook commençait à devenir populaire. J'ai créé un compte, timide, discrète. Et un jour, un message. Un garçon très beau de ma ville. Il s'appelait Lucas. On a commencé à parler. J'avais peur de lui envoyer une photo. Je m'attendais à être bloquée. Mais non. Il m'a dit que j'étais mignonne, que je ressemblais à une mannequin américaine. Mon cœur a bondi. Nos conversations sont devenues plus longues, mes sentiments grandissaient, jusqu'au jour où il m'a proposé de se voir. Peur et excitation mêlées. Il avait une demande étrange. Il voulait me voir en robe verte ou jaune, avec des tresses et de gros accessoires, et il voulait que j'apporte une fleur pour qu'on se reconnaisse. Le jour J, j'étais prête. Robe verte et jaune, tresses, boucles d'oreilles énormes, talons. Je scrutais la foule, espérant le voir. Mais il n'est jamais venu. Et puis, Inès est apparue. Avec ses amies. Elle riait hystériquement. Elles ont demandé « Ton petit ami? Il n'est pas venu? Il a dû se suicider en te voyant ?» J'ai compris. Tout était un fake. Un profil inventé pour me ridiculiser. Elles ont sorti leur téléphone, pris des photos de moi en pleurs, ma tête cachée dans mes mains. Et le soir, mes photos circulaient dans tous les groupes de l'école. Commentaires cruels. Le vilain petit cygne tombe amoureux, tête perdue dans un rendez-vous amoureux. J'étais humiliée, seule, et trahie par le monde entier. Seule Léa, ma meilleure amie, essayait de me protéger. Elle me disait « Ne te détruis pas. La vie tourne, tu verras. Inès paiera un jour. » Florian, lui, riait. Il m'a dit, sans aucune délicatesse, « Franchement, t'as cru qu'un beau garçon comme ça allait tomber amoureux de toi? Pourquoi t'as pas choisi un mec normal ?» Ce jour-là,
j'ai trouvé le courage de lui avouer la vérité. Je lui ai dit que je l'aimais depuis l'enfance. Il a été surpris, gêné, puis il a ri. Il m'a dit qu'il ne me voyait pas comme une fille, que pour lui, j'étais un des gars de la bande. Il plaisantait. Moi, j'ai senti quelque chose se briser. Il s'est excusé. Mais notre amitié ne s'est jamais vraiment réparée. Les années ont passé. La belle transformation n'a jamais eu lieu. Le vilain petit cygne n'est pas devenu une oie blanche magnifique. J'ai gardé les mêmes traits banals, le même corps sans grâce. Mais j'ai grandi. J'ai étudié, travaillé. Le travail m'a renforcé. J'ai construit des relations, une vie stable. Un jour, au bureau, par pure curiosité, j'ai cherché Inès sur Facebook. Encore plus belle, encore plus populaire. J'ai ressenti cette vieille injustice. La vie n'avait pas rendu ce qu'elle m'avait pris. Mon collègue de bureau, Marc, m'a vu perdu dans mes pensées. Gentil, serviable, mais avec un énorme défaut, un vrai coureur de jupons. Les femmes belles étaient son point faible. Heureusement pour moi, je n'en faisais pas partie. Il était marié. Toujours en conflit avec sa femme, extrêmement jalouse, explosive. Elle me connaissait bien. Et elle ne se méfiait pas de moi. Je n'étais pas le genre de son mari. Quand Marc m'a demandé si j'avais un problème avec l'ordinateur, une idée malsaine m'a traversé l'esprit. Je lui ai montré le profil d'Inès. J'ai fait semblant de parler d'une ancienne amie. Je lui ai montré ses photos. La plage, le bikini. J'ai vu son regard changer. J'ai su qu'il avait mémorisé son nom. Les jours suivants, Marc ne décollait plus de son écran. Il souriait. Un jour, je l'ai même entendu lui parler au téléphone. Alors j'ai enclenché la deuxième partie du plan. J'ai envoyé un message anonyme à sa femme. Je lui ai dit que son mari avait une liaison. Je lui ai donné le nom d'Inès, son lieu de travail. Je lui ai même dit qu'il pensait divorcer pour elle. Puis j'ai appelé Léa. On est sortis ensemble. Nous sommes allés chez Marc. Sa femme nous a ouverts, hors d'elle. Je lui ai dit poliment que j'étais malade, que je n'étais pas allée travailler et que je voulais juste remettre un dossier important à son mari. Puis, avec une fausse inquiétude, nous lui avons demandé ce qui n'allait pas. Elle a explosé. Elle a parlé de cette femme sans morale qui lui volait son mari. Nous lui avons conseillé, subtilement, d'aller la confronter. Léa, surtout, savait comment attiser le feu sans se salir les mains. Nous l'avons accompagnée. Devant l'entreprise, par hasard, Inès sortait avec ses collègues. La femme de Marc s'est jetée sur elle. Insultes, coups, scène publique. Inès est tombée au sol. Les collègues étaient choqués. Quand Inès a levé les yeux, elle nous a vus, moi et Léa, en train de rire. Léa a sorti son téléphone et a filmé. La suite a été incontrôlable. La femme de Marc a trouvé des photos compromettantes dans le téléphone de son mari. Elle les a publiées. Inès a été licenciée. Sur le moment, j'ai ressenti une immense satisfaction. Puis le regret est venu. Des innocents ont souffert. La femme de Marc a fini à l'hôpital. Marc était détruit. Et même Léa avait changé. Elle aimait trop les scénarios de vengeance. En parallèle, je reparlais à Florian. Lui aussi faisait partie de mes vieux fantômes. J'ai créé un faux profil, avec les photos d'Inès. Je savais qu'elle lui plaisait. Le compte est devenu crédible. J'ai parlé avec lui. Je lui ai donné un rendez-vous. Mais au dernier moment, je n'ai pas eu le cœur de continuer. Je lui ai donné rendez-vous devant la maison de Léa. Quand il est arrivé, Léa et moi avons versé un seau d'eau sur lui depuis le jardin. Il était choqué, puis il m'a vu. Il a souri. Je lui ai dit « Ne te fâche pas. C'était une blague d'un gars de la bande. » Il a ri. Il m'a prise dans ses bras. Notre amitié est revenue, simplement. Des années plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Pendant toutes ces années, je t'ai cherché pour m'excuser. Toi, tu m'as cherché pour te venger. Je regrette ce que j'ai fait. Parce que j'ai compris une chose, la violence ne produit que de la violence. Et si on répond au mal par le mal, le monde finit aveugle. Si mon histoire vous a touché, votez en commentaire. Écrivez Camille ou Histoire numéro 1. I've carried this secret for years.
Bonsoir, je m'appelle Saïd. Mon prénom veut dire l'homme heureux, mais honnêtement, je ne crois pas que ce jour le soit. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, et cette date me ramène toujours à une histoire que je porte depuis des années. Une histoire dont le secret n'est connu que de moi et de ma sœur Dalila. À l'époque, j'avais 7 ans. Dalila en avait 9. Nous vivions dans un pays arabe, dans un quartier pauvre. Chez nous, on ne fêtait pas les anniversaires. Pour mes parents, c'était des choses inutiles, presque des caprices réservés aux riches. Des histoires vues à la télé, rien de plus. Moi, enfant, je regardais les dessins animés, les séries. Je voyais des bougies, des gâteaux, des fêtes, des cadeaux, et ça me faisait rêver. Mais nous étions pauvres au point où je n'osais même pas demander ça à mon père. Il travaillait au champ, rentrait après le coucher du soleil, et arrivait à peine à subvenir à nos besoins. Notre maison était simple, mais tellement chaleureuse. Tout y était fait avec amour. Ma mère faisait du crochet, des couvertures, des objets à la main. Chaque coin racontait une histoire. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle nous poussait toujours à étudier. Elle gardait chaque cahier, chaque feuille, chaque devoir comme un trésor. C'était une maison vivante, propre, respectée. Chaque objet avait sa place, sa valeur. Ce jour-là, c'était mon anniversaire. Mes parents travaillaient au champ. C'était un dimanche. Moi et Dalila étions seuls à la maison. Même ma grand-mère était sortie. J'ai dit à ma sœur que j'aimerais fêter mon anniversaire. Elle a souri. L'idée lui a plu. Elle est allée voir le poulailler. Elle est revenue avec 4 œufs. On va faire un gâteau, m'a-t-elle dit. Je lui ai expliqué maladroitement ce qu'il fallait. Elle n'était pas sûre, mais on a essayé. On a mélangé les ingrédients en riant. Heureux. On n'a même pas goûté la pâte. On l'a mise dans un vieux moule en aluminium, ce genre de moule qui servait à tout, salé ou sucré. On n'avait pas de four, ni même de gaz. Juste un petit réchaud à pétrole, difficile à allumer, surtout pour des enfants. On a posé le moule dessus et on est parti chercher des bougies, des décorations. Dalila m'a demandé qui j'avais invité. Je me suis rendu compte que je n'avais prévenu personne. Alors on est sorti, maison par maison, prévenir les copains. Les gens étaient surpris. Certains demandaient même ce que voulait dire anniversaire. Je me souviens de Nora. Elle est rentrée en courant chez elle et revenue avec un savon parfumé au musc. On voyait bien qu'elle l'avait pris en cachette. Dalila lui a dit en riant. Les cadeaux, c'est après la fête. On riait, on jouait jusqu'à sentir une odeur de brûlé dans le quartier. Les gens se rassemblaient. On a suivi le mouvement. C'était notre maison. Elle brûlait, entièrement. Je ne sais pas comment c'est arrivé. On avait oublié le gâteau sur le feu. Quand mes parents sont revenus des champs, il n'y avait plus de maison. Juste des cendres. Moi et ma sœur, on pleurait. C'était un cauchemar. Une simple envie d'enfant. Souffler une bougie, on avait allumé un incendie. Cette histoire est restée un secret entre Dalila et moi. On a fait croire qu'on jouait dehors, qu'on ne savait rien. Mais dans les yeux de nos parents, il y avait une tristesse profonde. Tout ce qu'ils avaient construit avec amour avait disparu en un instant. On a dû vivre tous ensemble chez mon grand-père avec les oncles, les tantes, sans intimité, sous la pression, dans les conflits. La culpabilité ne nous a jamais quittés. Alors on a travaillé dur. À l'école, dans la vie, on a réussi. On a eu de bons postes. On a offert à nos parents une grande maison, confortable. Mais chaque année, le jour de mon anniversaire, je m'effondre. Les messages, les cadeaux, les félicitations, rien ne me touche, sauf un geste. Toujours le même. Dalila me prépare un gâteau simple dans un moule en aluminium. Même si on pourrait acheter le plus cher des gâteaux. On allume une seule bougie. Je ferme les yeux. Je fais un vœu. Et chaque année, je souhaite la même chose, revoir notre vieille maison juste une dernière fois. Tu préfères l'histoire de l'oncle Saïd? Je vais raconter une histoire qui est arrivée à mon père. L'histoire de... Je m'appelle Ibrahim, et je vais vous raconter une histoire que mon père aurait préféré oublier. Mais dans notre village, tout le monde s'en souvient encore. J'ai grandi dans un pays arabe, dans un petit village pauvre. À cette époque,
Les enfants allaient à l'école. Les pères, eux, pas vraiment. Ils n'avaient pas appris à lire ou à écrire. Mais ils connaissaient la vie. Et surtout, les histoires. Parce que partout dans le monde, il y a des croyances. Chez certains, on parle de fantômes. Chez d'autres, d'extraterrestres. Chez nous, on parlait du Roban. Ah, le Roban. Selon la légende, ce n'était pas un humain. C'était une créature étrange, capable de changer d'apparence. Mais la forme la plus connue, c'était celle d'un vieil homme, habillé en blanc. Avec 6 doigts à la main. Oui, 6. Pas 5. 6. On disait qu'il était riche. Très riche. Des trésors, de l'or, des fortunes cachées. Mais aussi incroyablement radin. Il ne partageait jamais sa richesse. Sauf dans de très rares cas. Quand quelqu'un savait comment s'y prendre. La rumeur disait que le premier homme qui entrait au marché à l'aube, c'était peut-être lui. Le Roban, déguisé en simple villageois, venu faire ses courses tranquillement. Et si tu avais la chance de le reconnaître, ta vie pouvait changer. Mais il y avait une règle. Une seule. Il fallait l'attraper. Ne surtout pas le laisser partir. Et lui dire « Attends-moi, nourris-moi ». S'il acceptait, il te donnait sa parole et te serrait la main. Mais attention. Main gauche, promesse foutue. Main droite, chance assurée. À ce moment-là, mon père pensait vraiment avoir gagné au loto. Version village. À cet instant précis, dans sa tête, la caverne d'Ali Baba venait de s'ouvrir. Il s'approcha doucement, essayant de ne pas attirer l'attention, comme un chasseur qui a repéré sa proie. Et puis, il l'attrapa et le coinça entre 2 étals. « Atamni » lui dit mon père. Le vieil homme, complètement surpris, répondit « Laisse-moi partir, mon frère, je suis pressé. » Mais mon père insista. « Atamni ». Sauf que le mot, finalement, ne lui plaisait plus trop. Alors il improvisa. « Donne-moi de l'or. Donne-moi de l'argent. Donne-moi des bijoux. » Le vieil homme éclata de rire. « Si j'en avais, tu crois vraiment que je te les donnerais ?» Et là, mon père se dit. « Ça y est, c'est un Roban têtu. Et radin. Il faut passer au niveau supérieur. » Il le serra par le cou en criant. « Atamni. Atamni. » Le vieil homme le regarda, calmement, et dit. « Très bien, je vais te nourrir. » Mon père sourit. Enfin. À ce moment-là, mon père ne voyait plus le marché. Il voyait déjà sa vie changer, sa maison s'agrandir, et les voisins devenir soudainement très gentils. Une seconde plus tard. Pam. Un coup de poing. Puis un autre. Puis encore un. Une vraie raclée. Les vendeurs autour regardaient la scène. Et riaient. Le vieil homme, hors de lui, cria. « Espèce d'idiot. Je ne suis pas un Roban. Je suis un homme normal comme toi. » Puis il ajouta. « Dieu m'a juste créé avec 6 doigts, voilà tout. » Mon père était par terre. Sonné, le corps douloureux, l'orgueil encore plus. Il réussit quand même à demander. « Alors, qu'est-ce que tu fais ici si tôt ?» Le vieil homme répondit, calmement. « Je suis venu acheter des légumes pour ma femme. J'ai des analyses médicales en ville ce matin. » Silence. Puis mon père s'excusa. Encore et encore. Finalement, ils se mirent à rire. L'histoire se répandit dans tout le village. Elle devint l'une des anecdotes les plus drôles qu'on racontait au café. Avec le temps, mon père et cet homme devinrent amis. Puis partenaires dans l'agriculture. Notre situation financière s'améliora. Mais pas grâce à une créature magique. Juste grâce au travail. À la patience. Et au sacrifice. Finalement, le Roban n'existait pas. Mais cette gifle, elle, était bien réelle. Si vous trouvez que la meilleure histoire est la mienne, écrivez en commentaire Brahim. Ou histoire numéro 3. 3. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On espère sincèrement que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à partager votre avis et vos impressions dans les commentaires et dites-nous quelle histoire vous a le plus marqué. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, car de nombreuses histoires uniques et surprenantes vous attendent.